Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'une heure et demie qu'on va passer ensemble aujourd'hui. Donc, on va parler de certification de projet avec FSC. Donc, pendant 1h30, vous aurez le plaisir du coup d'avoir des retours d'expérience d'entités ayant certifié plusieurs de leurs projets bois. Et donc, la thématique du jour va être premier retour d'expérience de la certification de projet FSC en France, avantages et points d'attention. Quels enseignements retenir? Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Guillaume Daringer, qui est le directeur technique de FSC France, qui va faire la petite introduction. On aura également le plaisir d'accueillir Kelly Prévost, chargée de mission excellence environnementale à Solidéo. Claire Gazecki, donc à la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris. Et puis, on terminera l'intervention avec Michel Le Sommer, bureau d'études Le Sommer Environnement. Et comme je disais tout à l'heure, on aura également la partie questions-réponses à la fin du webinaire. Juste avant de laisser la parole à Guillaume, je donne tout de suite la parole à Sarah Laroussi, directrice générale du CNDB, qui est donc du coup le co-organisateur de l'événement. Merci à tous pour votre participation. Merci à FSC France pour du coup la co-organisation de ce webinaire. On en est ravis. Vous êtes de plus en plus nombreux, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, à vous interroger sur la certification, la traçabilité des bois que vous décidez de mettre en œuvre dans vos réalisations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un moyen de vous montrer, de vous illustrer par l'exemple qu'il est possible aujourd'hui de construire durablement avec du bois certifié un projet en du coup maîtrise d'ouvrage public ou privé. Donc, on laissera la parole aux intervenants pour nous expliquer tout cela. Alors, le CNDB, en quelques mots, c'est une association qui a été créée donc en 1989, un peu plus de 34 ans maintenant, qui a pour but de promouvoir et d'accompagner les acteurs de la forêt et du bois à construire, à aménager et à concevoir avec le matériau bois, et qui a pour but de partager également les bonnes pratiques auprès des maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage que peuple l'écosystème du CNDB. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à intégrer cet écosystème et on vous remercie pour votre fidélité ou pour votre curiosité d'ailleurs. Vous êtes aujourd'hui un peu plus de 51 000 au niveau national à du coup participer à l'ensemble de nos événements je dirais à suivre nos nombreuses actualités. On a également, parmi toutes les campagnes que nous menons, une campagne qui s'appelle bois.com, qui s'adresse au grand public et qui, elle, rassemble plus d'1 million de visiteurs aujourd'hui, grand public sur Internet. Donc là aussi, on vous remercie et on remercie tous les particuliers d'ailleurs de nous suivre avec autant d'assiduité. Le CNDB, c'est 4 pôles de compétences. C'est la formation, les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, l'information avec notre fameux centre de ressources dans le cadre duquel, en fait, on réalise un certain nombre de documents techniques, de webinaires et d'événements. Donc, d'ailleurs, voilà, cet événement viendra alimenter nos données sur les bois certifiés FSC, les projets certifiés FSC. Un pôle promotion communication, dans le cadre duquel nous réalisons un certain nombre de campagnes, coordonnons un certain nombre de campagnes de com. Et puis un pôle accompagnement pour toujours accompagner les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, mais aussi les acteurs de la filière forêt-bois, à faire passer les bons messages et du coup à faciliter la transmission de l'information. Car comme vous le savez tous, il y a encore beaucoup d'idées reçues sur la construction de bois, sur le recours aux matériaux bois. Et par ces exemples, par ces événements, en fait, on apprend petit à petit à lever ces idées reçues et à lever les freins à utiliser le matériau bois. Donc, nos actualités. Alors, prochaine actualité, bien sûr, un cycle de conférences qu'on organise en partenariat avec la Maison d'architecture Île-de-France, qu'on remercie, en partenariat avec Fibois Île-de-France et avec le soutien du Codifab. C'est un événement le matin, on vous donnera rendez-vous sur une visite d'opération dans Paris et le soir en conférence à l'AMA, sur le thème des écoquartiers, architecture bois dans la ville. On vous en dit un peu plus. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la newsletter du CNDB, à suivre aussi nos réseaux sociaux pour être informé en temps et en heure de tout ça et surtout pouvoir vous inscrire. C'est vrai que les places sont limitées, donc n'hésitez pas à en être informé. Et puis enfin, une formation. Donc, on continue du coup à apporter notre soutien aux acteurs de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage qui souhaitent se former de plus en plus nombreux à la construction bois. Et c'est vrai que quoi de mieux que de commencer par les bases des systèmes de construction en bois et de la conception de structures en bois. Donc, cette formation, elle a ce but, vraiment de s'adresser au plus grand large
au plus grand nombre de maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage qui du coup découvrent la construction bois et souhaitent du coup se mettre à niveau en ayant les premières bases techniques. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes un très bon webinaire. Restons connectés, donc le site internet cndb.org, les réseaux sociaux, on se l'est dit, c'est LinkedIn, Twitter, heureusement qu'il y a les petits pictos, n'est-ce pas, Twitter, Instagram et la chaîne YouTube où il y a toutes nos vidéos. D'ailleurs, ce webinaire est enregistré en replay et sera disponible sur la chaîne, bien sûr, FSC, également en partage sur la chaîne du CNDB. Et on vous dit à très vite. N'hésitez pas à poser, comme vous le disiez, Chloé, vos questions directement dans le chat et elles seront traitées en fin de réunion. Merci FSC, puis merci à tous pour votre participation. Merci Amandine, merci Sarah et merci à l'ensemble de l'équipe du CNDB pour la co-organisation de ce webinaire. Et puis bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Guillaume Daringer, je suis directeur technique de FSC France. Je suis forestier de formation, donc je suis peut-être un peu un intrus dans ce monde de la construction, mais que je découvre avec grand intérêt puisque mes missions me mènent donc à m'occuper de la certification de gestion forestière FSC en France, mais aussi au développement de filières et jusqu'à toute la thématique de la construction durable, bâtiment, aménagement. Rapidement pour vous dire qu'est-ce que FSC, mais pour vous expliquer ce que c'est FSC, il faut d'abord un peu rappeler la forêt et ses enjeux. Donc la forêt, c'est une source de vie, c'est un immense réservoir de biodiversité. C'est une source de revenus, de subsistance pour près d'un quart de la population mondiale. Et c'est un espace, un écosystème qui nous rend de nombreux services en termes de purification d'eau, de séquestration de carbone, de régulation de climat. Et tous ces services, à l'heure actuelle, se retrouvent sous pression, sous tension, à cause des crises climatiques, à cause de nos activités humaines, de la déforestation, des incendies, des attaques de scolytes, par exemple, de ravageurs. Vous avez entendu parler des scolytes. Donc, toutes ces menaces qui pèsent sur la forêt et sur lesquelles il nous faut agir, parce s'il y a bien une chose qui est claire, c'est que sans les forêts et sans des forêts en bonne santé, nous ne saurons pas faire face aux crises climatiques et du vivant dans les prochaines décennies. Et donc, c'est avec cette idée, cette mission, diapo suivante, que s'est créé FSC il y a 30 ans, avec la participation d'acteurs du monde économique, des gestionnaires forestiers, des entreprises de la filière, des distributeurs de matériaux bois ou de produits en bois, des acteurs environnementaux, donc des ONG internationales, les associations nationales, les experts de différents sujets environnementaux, et des acteurs, plutôt des partenaires sociaux, des syndicats de travailleurs de la filière bois et du filière de la construction d'ailleurs, des représentants de peuples autochtones dont le mode de vie dépend dans de nombreux cas des forêts, et des représentants des usagers en général de la forêt. Donc tous ces acteurs se sont retrouvés, se sont mis autour d'une table pour créer le premier système de certification de gestion responsable des forêts au monde, avec comme idée novatrice et unique, c'est de faire en sorte que ce système maintienne l'équilibre entre les intérêts économiques, la fonction économique qui est autour de la forêt, la fonction environnementale et la fonction sociale. Et pour ça, ils ont créé ce mode de gouvernance en 3 chambres, environnementale, sociale et économique, qui ont le même poids dans la prise de décision. Donc, une recherche constante d'équilibre par le dialogue, par la recherche de consensus, pour avancer ensemble vers un objectif unique qui est que nous ayons des forêts qui servent à tous et que ça soit pour toujours. Donc là, vous avez quelques chiffres sur les nombres de membres internationaux et en France. Alors oui,
FSC, c'est une ONG, hein, c'est une association à but non lucratif, donc internationale, et puis une représentation française, également avec des membres, organisés de la même façon dans ces 3 chambres. Et voilà, il y a 160 millions d'hectares qui sont certifiés à l'échelle mondiale à l'heure actuelle. Encore trop peu, malheureusement, mais ça représente quand même une partie non négligeable du commerce mondial de bois. Et puis en France, 105 000 hectares, ça peut paraître peu par rapport à la surface totale des forêts françaises, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est une très forte progression, très forte croissance au cours des dernières années, et qu'à l'heure actuelle, les principaux acteurs de la gestion forestière en France, que ce soit l'Office national des forêts, plusieurs grandes coopératives, des experts forestiers, la Société forestière de la Caisse des dépôts, qui sont des acteurs majeurs de la gestion forestière et de la production de bois en France, ont des certificats FSC et sont en capacité de répondre, d'augmenter leur surface pour répondre à la demande de marché. Fonctionnement de FSC, donc un système de certification depuis la forêt, avec un ensemble de règles, un cadre international, le même pour tous les pays, mais avec des adaptations locales, parce que la forêt n'est pas la même en France qu'au Gabon, qu'en Suède ou en Amérique centrale. Donc, quelle que soit la forêt du monde, il faut qu'on ait ce cadre international, mais il faut qu'on ait une adaptation au contexte écologique, notamment national. Et cette adaptation, donc ce cadre, avec la gouvernance dont je vous parlais qui est derrière, en font le système de gestion forestière le plus exigeant et le plus reconnu à l'échelle internationale. De cette certification de gestion forestière, donc qui est volontaire, qui est une démarche volontaire des propriétaires et gestionnaires forestiers, se déclenche dans toute la chaîne de transformation une certification de traçabilité, donc pour qu'à chaque étape de la chaîne de transformation, il y ait un suivi des matières et des volumes certifiés FSC qui sont achetés et vendus par ces différentes entreprises. Pour arriver à des produits finis, que ce soit via des marques distributeurs, hein, avec des consommateurs comme vous et moi, ou à des bâtiments ou des aménagements qui vont faire aussi l'objet d'une contrôle, d'une certification de projet, avec à chaque étape, de la forêt jusqu'à la certification de projet pour un bâtiment, en passant par toutes les étapes de transformation, des contrôles par des organismes certificateurs tierces parties qui sont accrédités, qui ont une accréditation pour contrôler les normes FSC et délivrer les certificats. Je vais vous dire quelques mots en plus sur la certification de projet spécifiquement. Diapo suivante, s'il te plaît, Amandine. C'est une certification donc, qui permet de conclure toute cette chaîne de traçabilité en assurant la traçabilité des produits bois jusque sur la phase chantier. Et ce, y compris si le dernier maillon, la dernière entreprise qui intervient sur le chantier n'est elle-même pas certifiée. Je pense que c'est le cas sur un grand nombre de chantiers. On peut avoir des entreprises qui produisent des produits bois qui sont certifiés FSC dans la chaîne de transformation, mais souvent, le dernier maillon qui effectue les dernières transformations, les dernières pauses sur le chantier ne sont, eux, pas certifiés. Donc, cette certification de projet permet aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage, d'englober ces derniers acteurs pour assurer la traçabilité donc des produits bois certifiés FSC jusqu'à phase chantier, leur mise en œuvre finale. Cette certification de chantier elle a 3 grandes modalités, disons 2 grandes avec des options. Une modalité où l'ensemble des produits bois qui sont mis en œuvre sur un chantier est certifié FSC. On parle alors de certification de projet intégrale. Et on peut aussi avoir une certification partielle, que ce soit sur un composant spécifique. Dans le cas présent, donc, la piste du vélodrome des JO de Londres, par exemple en 2012, mais c'est aussi, on en verra sur d'autres projets aujourd'hui, ça peut être un élément de façade, ça peut être un élément de structure spécifique dans le projet, et celui-là, on a réussi à le tracer, on sait qu'il est certifié FSC. Ou ça peut aussi être en volume, du pourcentage du volume de bois mis en œuvre dans le projet. Donc ça, c'est les différentes modalités.
Dernier mot avant de passer la parole sur les bénéfices déjà qu'on a identifiés pour les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Comme je vous le disais, donc FSC, c'est un système qui va au-delà du réglementaire, hein, on est dans une démarche volontaire, donc qui va au-delà des aspects réglementaires et qui est reconnu, y compris par les ONG, les grandes ONG internationales et nationales, comme le plus exigeant et le plus fiable des systèmes de gestion forestière, de certification de gestion forestière responsable. En parlant pour faire écho un petit peu à la partie réglementaire, par exemple, et que vous voyez un peu les liens et les bénéfices à ce niveau-là, je vous renvoie au dernier propos de notre Première ministre sur la stratégie nationale de biodiversité. Hein, où on voit bien qu'il y aura de plus en plus d'attention qui sera portée à l'impact des entreprises et des actions en général des pouvoirs publics sur la biodiversité. Avec une certification comme FSC, vous êtes assuré de remplir, de par son niveau d'exigence, de remplir les exigences qui pourront être mises dans la loi dans ce cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité. On peut aussi citer la taxonomie européenne ou le règlement sur la déforestation importée également à l'échelle européenne, où FSC sera clairement un atout pour se mettre en conformité avec ces règlements. Au-delà de ces aspects réglementaires, vous avez tous ou presque tous, j'en suis sûr, des stratégies pour assurer l'impact carbone le plus bas possible de votre bâtiment. Évidemment, si la forêt n'est pas gérée durablement, si la forêt n'est pas renouvelée, votre bilan carbone à l'échelle du bâtiment, il est complètement fictif. Avec une certification de gestion forestière comme FSC, vous assurez la réalité du bilan carbone que vous calculez à l'échelle du bâtiment. Si je vois un peu plus large que la seule question carbone, évidemment, de par les aspects sur la biodiversité et sur les aspects sociaux des travailleurs, des usagers de la forêt, des peuples autochtones, avec FSC, vous assurez un impact positif de vos achats de matériaux bois sur celles et ceux qui dépendent de la forêt pour vivre, que ce soit en termes de biodiversité, de faune, de flore, mais aussi de population humaine et de travailleurs. Et enfin, vous savez, vous voyez comme nous tous, la forêt, c'est un sujet qui est de plus en plus présent dans le débat public, dans les médias, avec des controverses et des attentes sociétales qui sont de plus en plus fortes et qui questionnent la gestion forestière et les gestionnaires forestiers. Cette question de l'attention sociétale, des attentes sociétales, elle est au cœur de FSC. Et cette gouvernance qui est fondée sur le dialogue entre les différentes parties prenantes est un outil fondamental pour répondre ou contribuer à répondre à ces attentes sociétales. Ce qui vous permet enfin de communiquer sereinement sur vos engagements vis-à-vis d'une gestion forestière responsable. Voilà en quelques mots des premiers éléments, des premiers bénéfices identifiés, mais voilà, je laisserai bien sûr la parole aux autres participants de cette journée pour apporter leur éclairage, leurs apprentissages sur la certification de projet FSC, les bénéfices et les problématiques qu'ils ont pu rencontrer dans ce cadre. Merci à toutes et tous. Merci Guillaume pour cette présentation de FSC. Donc, on va laisser tout de suite la parole à Kelly Prévost, donc chargée de mission Excellence environnementale à la Solideo, pour faire un point d'étape, en tout cas, du projet de certification de l'aménagement extérieur du village des athlètes. Et on a aussi la chance d'accueillir un collègue de Kelly, donc Thibaut Meigneux, chef de projet espace public à la Solideo. Bonjour à tous et à toutes. Je commencerai par vous remercier du coup le CNDB et FSC France pour nous donner l'occasion de pouvoir partager nos premiers retours d'expérience ici. Donc effectivement, on me propose une présentation à deux voix avec Thibaut. Donc moi, je travaille ce qu'on appelle la direction de la stratégie et de l'innovation à la Solideo, et Thibaut en tant que maître d'ouvrage chargé de chef de projet espace public, excusez-moi, sur le village des athlètes. L'objectif ici de la présentation, c'est de vous faire un premier feedback sur la certification qu'on souhaite mener, qui porte ici sur uniquement le platelage bois, donc comme le mentionnait Guillaume, le platelage bois des espaces publics. Et je vous propose
propose de commencer par une petite présentation assez rapide. Je sais que c'est pas forcément l'objet, mais je trouve que c'est important de resituer qu'est-ce que c'est la Solideo. Donc la Solideo, c'est un organe qui est étatique, donc ce qu'on appelle un EPIC, établissement public d'intérêt commercial, qui a été créé spécifiquement à l'occasion des Jeux de Paris 2024 en 2017. Donc c'est pour ça que je souhaitais faire la différenciation avec Paris 2024, qui est vraiment l'organe d'associations privées qui se gère, enfin qui s'occupe de la planification euh, événementielle et donc la gestion avec les délégations de différents athlètes, tandis que nous, on a la charge de la planification et de la livraison de l'ensemble des sites appartenant au programme olympique, avec différents acteurs du coup de l'héritage qui vont être notamment des acteurs publics. Pour ça, on a un certain nombre d'ouvrages. Aujourd'hui, le compte il est autour de 70 ouvrages et le recours au bois a été l'un des leviers majeurs dans ce qu'on appelle la stratégie environnementale que je vous présenterai sur la slide suivante. Le bois se retrouve dans différents ouvrages. Donc, vous voyez notamment sur le village des athlètes avec les 4 secteurs qui sont les différents promoteurs immobiliers, le centre aquatique olympique qui se trouve juste en face du Stade de France et qui a une charpente en container, et les écoles du Bourget aussi, où le taux de biosourcés atteint notamment grâce au bois et l'ensemble des éléments biosourcés qui ont été atteints dépasse le niveau 3 du label biosourcé. On est à 133 kg de biosourcés par mètre carré SDP. Donc voilà, tout un panel d'ouvrages dans lesquels le bois se retrouve. Et pour cela, sur cette stratégie environnementale, c'est notamment elle se base sur 4 piliers, donc la neutralité carbone, la préservation de la biodiversité, l'encouragement à l'économie circulaire et le travail sur le confort d'été. Donc on parle souvent de confort urbain de façon générale, donc une résilience climatique des différents ouvrages qu'on peut construire. Et en ce qui concerne du coup la neutralité carbone, l'objectif c'était d'avoir des recours à des matériaux constructifs sobres, donc diminuer la place du béton, essayer de revoir, de repenser les modes constructifs au minimum que possible et revenir aussi à des modes constructifs qui ont été petit à petit plus délaissés et qui étaient utilisés par le passé, et c'est notamment le recours au bois. Donc pour 2 raisons, à la fois parce que ça diminue la place du béton, mais également par le stockage du carbone, ce qu'on appelle biogénique, et également le béton bas carbone qui ne fait pas l'objet ici de cette présentation. Et donc pour ça, la CIO a imposé plusieurs prescriptions sur ce bois afin de contrôler en fait l'usage du bois qui allait être mis en œuvre. Donc ça traite à la fois du bois, ce qu'on peut dire structurel dans les différents bâtiments, et du bois plutôt là dont on parlera juste après avec Thibaut, de revêtement sur les espaces publics. Donc je parlais du bilan carbone où l'objectif c'était de diminuer de moitié l'impact carbone des bâtiments, d'interdire certains matériaux qui sont fortement carbonés, donc le PVC, le polyéthylène, le polystyrène expansé, etc. D'avoir recours à la préfabrication, donc c'est notamment à la fois sur les bétons et sur les bois, et un certain nombre de prescriptions liées au bois. Donc c'était de garantir une traçabilité de l'ensemble des produits qui ont été mis en œuvre, d'être du coup en capacité d'afficher les différentes origines et les chaînes d'acteurs, et une imposition d'avoir des certifications donc FSC ou EPFC sur l'ensemble des achats de produits qui sont mis en œuvre. Et donc pour ça, l'ensemble des matériaux bois ont été demandés à être certifiés FSC ou PEFC. Et la démarche supplémentaire qui a été menée sur les revêtements des espaces publics, c'est de pouvoir avoir la surcouche, on va dire, qu'expliquait Guillaume précédemment, d'avoir vraiment un outil qui était concret, reconnu et qui englobait l'ensemble des acteurs, au-delà simplement de l'achat, de ce que j'ai noté là dans le volet contractuel du matériau bois, mais d'aller jusqu'au contrôle des différents acteurs de la blockchain et de s'assurer que en phase chantier, il n'y ait aucun mélange des bois qui vont être non certifiés ou des bois certifiés sur la pose. Donc, c'est la raison pour laquelle la Solideo s'est engagée dans cette démarche de certification, c'était d'unifier, on va dire, le socle contractuel et de démontrer aussi une démarche qui était volontaire et tout à fait transparente sur un ouvrage emblématique qui sont les berges de Seine et le Maïs Finot, qui est l'allée centrale principale
sur le village des athlètes. Tout à fait. Donc, comme l'a dit Kelly, je travaille spécifiquement sur l'aménagement des espaces publics de la ZAC du village olympique. Donc, très rapidement, la ZAC se trouve à Saint-Denis-Saint-Ouen et les berges de Seine, donc, qui font l'objet de la certification FSC, se trouvent à cheval sur les deux communes, plus spécifiquement en fait en bas du trait rouge, là où on voit quelques embarcations. D'un point de vue programmatique et de conception urbaine, on avait un vrai enjeu en fait à travailler sur les berges de Seine. On le voit rapidement sur les images qui sont la faisabilité, qui sont issues du dossier de faisabilité du projet. Il y a une vraie volonté de Dominique Perrault, qui était l'architecte, le concepteur urbain de la ZAC, d'avoir une connexion entre les Seines et le nouveau quartier qu'on vient construire pour les Jeux Olympiques. Donc, comme je vous l'ai dit, le but c'était vraiment de mettre en avant ces berges. Et si on regarde sur la slide suivante, merci. Aujourd'hui, on était sur une zone très fréquentée, c'est un axe routier important. Nous, à terme, pour les JOP, mais aussi pour la phase héritage, donc qui viendra après les Jeux Olympiques, à partir de fin 2024. Donc, c'est de requalifier la RD1 en un espace piéton, d'alléger cette voie, donc on vient réduire les voies de circulation et pour voir notre fameux platelage. Donc, c'est ce que vous voyez, la balade piétonne qui fait l'objet de la certification. Donc, tout ça pour en arriver au bois. Aujourd'hui, le bois, nous, dans notre démarche, d'abord, c'était une démarche architecturale pour alléger le projet et permettre un espace le plus confortable possible aux usagers. Donc, on est le bois, là, le petit zoom dessus, et c'est naturellement pour notre paysagiste architecte, l'agence Terre. À la suite de ça, on s'est posé plusieurs questions. Comme vous l'avez vu sur la slide précédente, donc on est à proximité de la Seine. Techniquement, on est en zone inondable. Donc, on a des contraintes fortes liées à l'eau, des contraintes techniques, mais aussi on a des contraintes qui sont liées aux arbres qui étaient présents, à la biodiversité, qui est liée à l'impact que peuvent avoir les champignons sur le bois. Le bois est quand même assez proche de la terre végétale. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, on s'est rapidement orienté vers bois de catégorie classe 4 et donc les bois exotiques. Donc, c'est pour ça que nous, notamment sur le projet, on s'est orienté vers donc, deux essences de bois, le tali et le massaranduba. Et ouais, donc du coup, je me suis permis cette petite slide pour revenir sur la partie certification bois exotique. Donc, je ne sais pas si j'ai été très claire quand je l'ai présenté, mais la démarche de certification, c'est sur les revêtements des espaces publics du village des athlètes et qui sont faits en bois exotique. Donc, comme l'a dit Thibaut, pour des contraintes notamment techniques. Donc, on a aussi du bois français, hein, qui est notamment dans les bâtiments d'habitation construits par les différents promoteurs et ailleurs dans le reste des ouvrages. Et on a ces vidéos avec des prescriptions également, d'imposer un minimum de 30% de bois français avec la capacité de tracer les différents, donc, comme on disait, l'origine, les essences, les acteurs au fur et à mesure. Et là, la démarche de certification, on l'a voulu, et c'est un choix qui est parti pris, assumé sur le bois exotique, parce qu'il nous semblait important au regard des enjeux qu'avait pu vous présenter Guillaume en amont, donc tout ce qu'on parle de la déforestation, de la traçabilité en fait avec des acteurs qui peuvent être extérieurs, d'avoir vraiment une traçabilité qui va être fine, qui va être vérifiable par une tierce partie sur les bois qu'on emporte, pour être sûr que le matériau qu'on souhaite apporter soit en toute légalité et avec le plus de prescriptions que possible. Après, nous, Kelly, pour là aujourd'hui sur le projet, donc nous, on est enfin, vous le savez, je pense qu'on entend parler un peu dans les médias, on est en train de livrer les ouvrages, donc pour que derrière le COJO puisse réaliser les aménagements pour accueillir les Jeux Olympiques. Donc, on est en train de terminer ce platelage qui représente à peu près 700 mètres. Donc, on est en train de réaliser la certification avec une entreprise agréée, etc. Nous, là où c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé, mais qui nous arrange bien, entre guillemets,
L'entreprise en fait qui réalise tout cet ouvrage s'appelle le CMB. C'est une entreprise qui est déjà certifiée par FSC. On se rend compte que alors c'était pas quelque chose qui était voulu, mais on avait imposé dans notre cahier des charges uniquement que le bois il soit FSC. Néanmoins, c'est quelque chose qui, on se rend compte, nous facilite quand même les éléments en termes de documents à fournir, et ce qui nous facilite ensuite dans tout le suivi documentaire qu'on doit fournir pour la certification. Donc, finalement, en termes d'avancement, la certif, on est au début, mais c'est quelque chose qui devrait aller plus vite que ce qu'on avait pensé parce que cette entreprise est déjà certifiée et si ça a été à refaire, c'était peut-être quelque chose qu'on aurait mis dans notre cahier des charges. Donc, merci beaucoup pour ce premier retour d'expérience. On passe au second avec Claire qui va nous présenter du coup un ouvrage de la ville de Paris. Oui, bonjour, merci pour cette invitation à ce webinaire. Donc, je suis Claire Gazeki, je suis à la ville de Paris et plus précisément à la direction de la voirie et des déplacements, à la section ouvrages d'art. Il faut savoir, la section ouvrages d'art est découpée en plusieurs secteurs et je suis responsable des ouvrages d'art qui sont sur et à proximité de la Seine et des canaux. À ce titre, cette année, on a remplacé la totalité du platelage de la passerelle des Arts. Donc, pour pas qu'il y ait une ambiguïté, la passerelle des Arts, c'est bien le pont des Arts. Donc, dans un premier temps, je vous présenterai donc, le projet et ensuite, je reviendrai un petit peu sur la certification, le processus de certification en lui-même. Donc, pour vous présenter le remplacement donc, du platelage de la passerelle des Arts, d'abord, je vais vous présenter l'état de la passerelle à l'origine, qui expliquera ensuite les choix qu'on a pu faire. Donc, la passerelle des Arts, il y a eu un accident à la fin des années 80, donc d'une péniche contre une pile, qui fait que le pont a été reconstruit. À ce moment-là, il a été décidé de mettre un platelage en bois exotique. Une vingtaine d'années après, en 2004, le platelage a été rechangé à cause de son état. Il a été décidé à l'époque de mettre du chêne. La décision avait été prise car en 2004, politiquement, on choisissait de mettre plutôt des matériaux qui venaient de France. Du coup, on est arrivé dans les années 2020, après un peu plus de 15 ans de platelage en chêne, à avoir un platelage qui commençait à se détériorer sérieusement, puisque le chêne a une durée de vie, on dit à peu près entre 10 et 15 ans, selon l'entretien et les intempéries auxquelles il est soumis. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, on a des lames qui se soulevaient, on a des lames qui avaient été remplacées ponctuellement au fur et à mesure. Sur le côté des encorbellements, on avait du bois qui avait pris de la mousse du fait qu'il n'était pas circulé. Sur la photo de droite, on peut voir qu'il y a eu plusieurs pansements. Donc, il y avait des plaques qu'on rajoutait par-dessus pour que les lames ne se soulèvent plus. Dans les derniers mois, on a carrément eu un pansement qui allait de la rive droite à la rive gauche pour maintenir les lames. On avait une passerelle en très mauvais état. Donc, c'est pour cela qu'on a commencé à faire des études donc en 2022 pour remplacer la totalité du platelage. Donc, on a été confronté à deux problématiques majeures. La première, c'était quelle essence retenir. Est-ce qu'on revenait au choix d'origine qui était de prendre du bois exotique? Est-ce qu'on restait sur la décision de 2004 avec le chêne? Il y a eu plusieurs choses à prendre en compte. Donc, la durabilité du bois. Pour le bois exotique, on est donc sur une durabilité double par rapport au chêne. On est plutôt sur l'ordre de 20-30 ans. Et donc, il y avait ça, il y avait le prix. Et on a décidé de faire ces travaux juste après le Covid. On avait un marché qui était très tendu. Ce qu'on a fait, c'est qu'au niveau du marché, on a laissé le choix, enfin, on s'est laissé la possibilité de prendre le choix après la consultation. On avait fait 2 tranches optionnelles. Comme ça, les entreprises ont pu répondre avec les deux et on a fait le choix ensuite. On s'est tourné vers le badi, donc une essence exotique, car au niveau des offres, on avait des offres en termes de prix similaires pour le chêne et pour le bois exotique. Et en termes, par contre, de disponibilité, le marché était beaucoup trop tendu pour le chêne. Il aurait fallu attendre plus d'1 an pour avoir du chêne. Et donc, c'était vraiment simplement la fourniture. Ensuite, il aurait fallu passer par les stades de découpe, séchage, etc. Donc, sur la passerelle des Arts, on a choisi de prendre du badi. Le deuxième point, c'était au niveau de l'entretien de la passerelle. Pourquoi on est aussi arrivé avec une passerelle avec des pansements un petit peu partout? C'est qu'on a eu du mal à l'entretenir, notamment comme vous pouvez voir au milieu, les lames faisaient 4,80 m et sur les extrémités 2,40 m.
Quand on doit changer des lames de 4,80 m, ça demande des moyens plus importants. Donc, on a choisi de faire une passerelle avec des modules plus petits, donc 4 fois des lames de 2,40 m, et ensuite avoir des modules de 3-4 lames pour pouvoir venir les déposer et entretenir la passerelle. Donc ensuite, on voit sur la slide suivante le projet, donc quand on l'a commencé. Donc comme vous le voyez, donc sur la photo de gauche, on voit bien donc en fait, on avait choisi de découper la passerelle en deux pour pouvoir intervenir travée par travée. Donc on a commencé de l'amont vers l'aval. Donc le badi, pour information, c'est un bois qui est très jaune à la pose, donc comme on peut le voir à gauche. Sur la photo de droite, c'est le badi une fois qu'il est posé, et en fait c'est un bois qui grise très rapidement avec l'exposition à l'air libre et au soleil. Ensuite, donc sur la slide suivante, on voit le résultat final. Donc comme vous pouvez voir, en fait, les travaux ont duré 6 mois, donc évidemment la partie qui a été faite en dernier est un peu plus jaune que la partie qui a été faite en première. Je vais maintenant vous parler du processus de certification de ce projet. Donc nous, à la ville de Paris, il y a toujours une sensibilité de faire attention à la provenance des bois, donc dans une démarche environnementale. Il y a quelques années, on avait remplacé notamment le platelage sur 3 passerelles du canal Saint-Martin, donc les passerelles Douane, Bichat et Grand Jaubel pour ceux qui connaissent. Il se trouve que c'est la même essence de bois qu'on a mis que celle sur le pont des Arts, donc le badi. Donc sur la photo de gauche, on le voit au moment de la pose, et sur la photo de droite, on voit au moment quelques mois après. À l'époque, on ne connaissait pas en fait tout le processus de la certification FSC. Donc, on s'était simplement assuré d'acheter du bois, entre guillemets, qui était certifié FSC, mais c'était simplement le bois, ce n'était pas le projet. Et donc, avant, on s'arrêtait à cette étape-là. Pour le pont des Arts, donc sur la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Il a fallu on a décidé de certifier l'ensemble du projet. Donc, très vite, on a vu qu'il y avait 2 solutions. C'était soit de passer avec une entreprise qui avait déjà la certification FSC, soit de s'assurer qu'à chaque étape, on respecte la certification FSC, la fourniture du bois à la pose. Alors nous, on s'est inquiété un petit peu de ce sujet, entre guillemets, un peu tard, puisqu'en fait, on s'est inquiété de ça une fois la consultation faite et une fois que les entreprises étaient retenues. Donc, on avait une entreprise qui n'avait pas la certification FSC, donc on a dû passer par la deuxième méthode. On a eu entre guillemets, ça s'est très bien passé, puisqu'on a eu une entreprise qui était très intéressée par cette certification et qui nous a beaucoup aidés. Sur la slide suivante, je vous présente quelles sont les étapes à suivre. Donc, il a fallu récupérer tous les bons de fourniture certifiant l'origine du bois, et donc qui démontraient bien que le bois venait de forêts gérées durablement selon la norme FSC. À toutes les étapes, il a fallu s'assurer que c'était le lot acheté à l'origine qui se retrouvait bien à la coupe, au séchage, lors de la pose de bandes de corradon, lors de la livraison sur site. Donc, on avait bien le même lot de bois et qu'il n'avait pas eu des quantités interchangées. Donc, pour cela, il y a des visites qui sont faites en atelier. Donc, c'est la photo que je vous mets en haut à droite. Et ensuite, sur site, on a eu des visites aussi pour vérifier qu'il s'agissait bien des mêmes lots. On a eu quelques réunions. Il a fallu échanger des documents afin d'officialiser le tout. C'est ce qui a fait ensuite, suite à toutes ces démarches, qu'on a eu la certification donc, qui est affichée. Juste une petite précision, il faut savoir, donc c'est bien seulement, donc c'est le projet qui est certifié FSC. On l'a certifié donc pour la section scène et ouvrages d'art. On n'est pas allé le certifier pour la mairie de Paris. Ça aurait entraîné des démarches très lourdes, notamment au niveau des signatures. Voilà, donc pour nous, pour conclure, nous, c'était une démarche qui avait du sens, puisqu'en fait, ça allait dans le sens de faire attention à toutes ces histoires environnementales, notamment, pour info, donc le bois qu'on a déposé de la passerelle des Arts a été ensuite récupéré pour nos services, raboté et réutilisé dans d'autres projets. On a fait attention à la livraison du bois, donc il a été livré sur site par péniche pour éviter la multiplication des camions.
Donc pour nous, il allait dans ce sens aussi de faire attention, attention à l'origine du bois utilisé. Merci beaucoup, Claire. Et on va passer au dernier témoignage, celui de Michel Le Sommer. Je vous laisse tout de suite la parole. Donc, bonjour à tous, Michel Le Sommer, directeur du bureau d'études de Sommer Environnement, bureau d'études environnement, basé à Bordeaux, Paris et Marseille. Nous avons été bureau d'études environnement de ce projet de la construction de l'ambassade de France à Libreville au Gabon. Ce projet a déjà fait l'objet d'une présentation, un webinaire avec FSC l'année dernière par Fabienne Bull, qui est l'architecte de cette opération. Aujourd'hui, c'est une opération qui, le maître d'ouvrage du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a été livré au mois d'avril, inauguré par le président Macron en avril, et finalement les occupants sont rentrés dans les lieux au mois de mai-juin. C'est une opération de la rénovation, c'est une construction neuve de l'ambassade de France à Libreville, architecte Fabienne Bull avec un intervenant local Thierry Ngomo, bureau d'études Ingérop, et nous, le Sommer Environnement, bureau d'études environnement, un acousticien et un bureau d'études. Aujourd'hui, l'opération porte sur la certification des ailettes que vous voyez, qui servent de protection solaire extérieure. Aujourd'hui, c'est un concours qui a été lancé en 2014, avec une programmation environnementale qui a été réalisée en 2013-2014 avec Space, environnement. Et l'opération faisait l'objet d'une certification HQE à l'étranger, Serway. Et il y avait déjà des exigences environnementales. Aujourd'hui, la certification porte, il y a eu un audit qui a été réalisé au mois de mars 2023, des exigences qui ont été formalisées dès la phase concours et dès la phase conception, ce qui est important, avec cette traçabilité qui a été demandée dès le départ. Alors finalement, c'était une exigence de la certification HQE, et c'est pour ça que finalement, on a pu aller jusqu'au bout, d'une part. Et aujourd'hui, l'essence de bois qui a été choisie, c'est le Padouk, mais dès la phase concours. C'est une essence largement, je dirais, cultivée, et une essence au Gabon. Le PG, c'est 265 mètres cubes. Et c'est bien la mention sur les composants spécifiques et pas tout le bâtiment. Aujourd'hui, c'était du lamellé-collé. Et le lamellé-collé, dès la phase concours, on avait repéré avec les architectes qui avaient EcoWood, un industriel qui faisait du lamellé-collé à Libreville. Et puis finalement, le travail a été d'assurer cette traçabilité de la forêt jusqu'au chantier. Et aujourd'hui, avec finalement la fabrication de ce projet, et finalement, le certificat a été obtenu au mois de février. Qui porte bien sur les ailettes, l'architecte, qui était le manager, le ministère des Affaires étrangères, et la certification qui porte spécifiquement sur les ailettes en lamellé-collé, du Gabon en Padouk. Donc aujourd'hui, le travail, vous voyez, ça a été avec FSC, de prouver finalement la traçabilité de ces ailettes du chantier, finalement arrivé sur chantier, depuis la forêt. Et alors aujourd'hui, quelque part, ça a été largement plus facile parce qu'il y avait une certification environnementale dès le concours de l'opération, avec un profil environnemental et sur les différents éléments éco-construction, éco-gestion, confort et santé, qui étaient définis par l'AMO, Space Environnement, et qui se traduisait en termes d'exigence sur les matériaux
par le fait de définir une traçabilité, donc des produits systèmes, donc certifiés par un organisme accrédité, par un bureau de contrôle, avec des agréments, des avis techniques ou des écolabels. Finalement, le choix s'est porté finalement, et comme on l'a transformé dans un CCP environnement, c'est-à-dire pour choisir les entreprises, par finalement une exigence formelle, donc aujourd'hui dans le CCP, donc sur la certification, la labellisation FSC, comme vous voyez, pareil sur le traitement du bois, et surtout, ce qui est important, pour on retombe sur nos pieds, la formalisation dans le dossier marché des listes des justifications à fournir. Donc, vous avez aussi bien finalement les fiches techniques, les fiches produits, les notes de calcul, les PV d'essai. Aujourd'hui, on fabriquait du lait collé entre parenthèses à l'étranger, d'une part, et puis bien sûr les attestations et les certificats FSC de l'origine du bois. À l'époque, on n'avait pas demandé la certification bâtiment. Elle est arrivée après discussion avec FSC, où on s'est aperçu que pratiquement à la fin du chantier, on pouvait faire ce travail de recollement. Donc ça, c'est un point donc, important, la formalisation des exigences, concours, conception, donc marché, et puis un suivi en chantier des exigences. Aujourd'hui, en tant que bureau d'études, donc environnement, on avait une mission donc de suivi donc visa. Et dans la mission visa qu'on a eue, on vérifiait la traçabilité de ces bois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On a réalisé finalement un suivi des factures et des commandes qui allaient donc de la forêt jusqu'au EcoWood, le fabricant de la collée. Finalement, avec qui le ministère des Affaires étrangères, un lot ELET spécifique, avec contractualisé. Et finalement, vous voyez, à chaque fois, finalement, il y avait une traçabilité des bois pour vérifier que finalement le compte y était entre donc finalement un volume de bois amené à l'usine donc de la collée, la transformation, le rendement aussi. Donc on avait aujourd'hui facturé EcoWood, commandé, facturé tel type de bois et 100% FSC, avec un suivi des factures, des commandes pour finalement Rougier, qui était donc finalement l'exploitant qui a vendu les bois finalement aux lamellistes. Et donc ce travail a permis finalement donc finalement de réaliser cet audit et pour ces donc zélettes avec la preuve photo chantier que vous avez vu, le suivi donc des visas, les comptes rendus donc de chantier, donc aussi donc d'une part les factures, les commandes, d'arriver à cette finalement donc cette certification. Et pour finir, voilà, donc aujourd'hui, l'opération est certifiée FSC, là, attends, j'essaie de me repérer, est certifiée donc rapport à la traçabilité FSC. Mais entre-temps, il y a eu des événements, il y a eu un coup d'État donc au Gabon, et nous sommes toujours en attente donc des DOE finalisés pour pouvoir réaliser l'audit HQE, donc, qui devrait se réaliser donc on va dire, on espère en 2024. Merci beaucoup, Michel. Je redonne la parole tout de suite à Guillaume avant de passer aux questions-réponses. Merci beaucoup. Merci, un grand merci à tous les quatre pour vos éléments, pour vos présentations. J'aurais une petite question à vous poser sur chaque projet. Alors, pour Kelly et Thibaut, tout d'abord, alors juste un petit commentaire, la notion d'héritage que vous avez mentionnée m'interpelle parce que finalement, dans cette notion d'héritage qui est très importante pour les Jeux Olympiques, elle est aussi importante pour nous à FSC. Votre projet et votre expérience, c'est aussi un héritage, enfin sur la certification de projet FSC, c'est aussi un héritage, un apprentissage qui va pouvoir être transmis et que vous êtes en train de transmettre finalement à d'autres collègues, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Et puis peut-être la question pour vous,
on voit bien dans ce que nous a dit, ce qui transparaît finalement de différentes, des différents retours d'expérience, cette question d'anticiper et d'avoir dès le départ en fait d'un projet des éléments qui permettent de faciliter en fait la mise en place d'une certification de projet et pour assurer la traçabilité jusqu'au bout. Je me souviens qu'on avait eu cette discussion que finalement, voilà, anticiper plus la certification FSC sur ce projet aurait pu peut-être vous permettre d'être encore plus ambitieux sur les éléments à faire certifier. Et voilà, si vous pouviez nous en dire quelques mots. Petite question sur... pardon, du coup, j'enchaîne un petit peu. Petite question pour toi, Claire. On avait parlé, donc là, il se trouve que c'est le choix d'un bois tropical que vous avez fait, mais tu as évoqué aussi la question du chêne. Voilà, est-ce que finalement, si le projet avait été en chêne, vous auriez fait cette même démarche, ce même choix vers la certification de projet FSC? Et puis pour toi, Michel, bien noté, très clair, toutes les étapes de concours, conception, marché et suivi de la mise en œuvre qui sont importantes pour poser des jalons pour une certification FSC. Peut-être ouvrir un petit peu la perspective, puisque là, on parle de projets qui sont assez simples, entre guillemets, en termes d'éléments bois à mettre en œuvre. On est à chaque fois sur un élément bois, un intervenant sur chantier, pratiquement certifié ou non certifié. Mais finalement, tous ces éléments que tu mentionnes, ils sont valables, je pense, quelle que soit la dimension du projet, quelle que soit l'origine des bois et à la rigueur, quel que soit le type de maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Là, on est à chaque fois sur des maîtres d'ouvrage publics, on va dire, mais finalement, sur des maîtres d'ouvrage privés, ça pourrait fonctionner de la même façon. Je réponds tout de suite, parce que tu me poses des questions avant tout le monde. Aujourd'hui, un bon projet, c'est un bon programme. Donc là, je renvoie la balle au maître d'ouvrage, c'est de définir des objectifs stratégiques en amont, à la maîtrise d'œuvre, et de mettre en place ce qu'on appelle un management, environnemental ou pas. C'est-à-dire qui fait quoi. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on définit des exigences dans le programme qu'on les suit en phase conception. Et on voit bien toute la difficulté de tenir des exigences, environnementales ou pas. Donc c'est donc important de définir le budget et les conséquences économiques de choix stratégiques, d'une part, et de définir après, même quand c'est formalisé en phase conception, parce qu'une démarche environnementale, et on le voit, certifiée, c'est la première fois où finalement, systématiquement, il y a des revues de projet, certes environnementales, et je peux vous dire globalement, est-ce que c'est normal que la maîtrise d'ouvrage en France, il n'y ait que 10% des projets certifiés, et donc, et la mairie, c'est de quoi on parle. Ça fait donc 20 ans qu'on fait des programmes environnementaux, parce que c'est très complexe. Et les revues de projets remettent en cause les organisations. Et donc, d'une part, et après, coûte de l'argent. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un vrai coût. Et c'est une des contraintes qui limite les certifications environnementales ou FSC pour les maîtres d'ouvrage. Et dernier point, c'est pas parce qu'on fait compte, c'est écrit, même après, dans un programme et surtout dans les pièces écrites, que c'est exécuté. Et que la certification permet, hélas, ou oui, d'avoir un bâton qui oblige finalement le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre à mettre des moyens de contrôle de mon opération. Je me tais. À la suite de l'intervention de Michel et suite à ta question, Guillaume, je ne sais plus en quel terme exactement tu l'as formulé, de ce que j'en comprenais, c'est est-ce que on le referait si c'était à refaire cette certification et l'héritage qu'on y laisse. C'est ce que je disais, en fait, dans les CCTP, l'achat et la fourniture de bois spécifiquement déjà certifié sur le produit FSC ou PEFC, c'était déjà dans nos prescriptions et c'était déjà quelque chose qu'on suivait auparavant. La volonté d'avoir cette certification supplémentaire, cette action volontaire et transparente, c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé forcément au départ, qui est venu au fur et à mesure
des discussions et on s'est rendu compte effectivement qu'on était sûrement en capacité de le faire, qu'on avait les moyens de le faire, notamment parce qu'on était aussi entouré du coup d'acteurs et Thibaut citait le CMB pour les berges de Seine. Le deuxième périmètre qu'on cherche à se faire certifier, c'est le MyFino. On travaille avec Bernard Bois qui est aussi lui-même déjà certifié, ce qui fait qu'on était dans un écosystème qui nous permettait d'y aller. Donc on a appris un petit peu en marchant. Maintenant, la réflexion, c'est que si c'était à refaire, effectivement, on l'intégrerait directement en se disant à la fois on veut du produit, enfin on veut des produits qui sont achetés et certifiés déjà sur preuve, facturés, etc. C'est FSC. Et on chercherait à faire certifier, soit sur un périmètre qui est plus large, soit sur d'autres opérations. Donc là, on s'est concentré sur les berges de Seine et le MyFino parce qu'on voilà, on commence avec ce qu'on peut aussi, on chercherait à l'étendre. Et donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on capitalise et dans cette notion d'héritage que la CIO a aussi ce rôle de dans notre capacité de dire, bah voilà, on a mis telle prescription, ça a bien marché. Si on devait refaire un projet, on la remettrait, voire même peut-être un peu plus ambitieuse parce qu'on a des résultats qui sont plus, plus satisfaisants que ce qu'on attendait. Je pense notamment au bois français, où en fait, on avait imposé un minimum de 30% de bois français en volume. Et à l'heure actuelle, si je prends uniquement le village des athlètes pour faire assez simple, on est aux alentours de quasiment de 50% parce qu'on voit qu'en fait, en ayant anticipé ces questions, en les ayant travaillé avec les différents acteurs, que ce soit les acteurs de la filière avec France Bois 2024 ou les différents promoteurs immobiliers qui se sont vraiment pris au jeu, on voit qu'en fait, on a réussi à faire émerger des résultats qui sont encore plus satisfaisants que ce qu'on aurait eu. Donc, typiquement, sur la certification de projet, je pense que ça va faire l'objet effectivement d'une petite capitalisation en interne pour voilà, des collègues maîtres d'ouvrage, et je laisserai la parole à Thibaut qui a ce rôle-là, et maître d'œuvre, de la question de l'anticipation, c'est vraiment la clé. Et je voyais passer la question sur le budget aussi dans le chat. Donc, en fait, nous, on est aux alentours de 3 000 euros, voilà, mais on a un projet qui est simple, c'est-à-dire qu'un périmètre qui est pas très complexe. Donc, ça va dépendre de la complexité de l'organisme certificateur. Mais en tout cas, c'est pas tant le chiffre qu'il faut retenir. Ce qu'on voudrait plutôt dire, c'est qu'à l'échelle du coût du projet, c'est vraiment rien en termes de budget. Néanmoins, à la, la- la capacité d'assurer on n'importe quoi, on n'importe pas n'importe quoi, c'est assez capital. Je ne sais pas si Thibaut, tu veux compléter. Ouais, pour compléter, Guillaume, faut pas oublier, nous, la particularité de notre structure, en fait, c'est une structure qui a été créée pour les JO, à la suite de la désignation de Paris comme ville hôte des JO en 2018. Donc, en fait, depuis 2018, on sort un peu du contexte, mais on a dû imaginer le village, toute la démarche qui en est suit, toute la démarche en termes d'écologie, d'innovation à laquelle a participé Kelly. Enfin, c'est vrai qu'on apprend un peu à marcher et là où je trouve qu'on a une vraie force, c'est quand on voit une opportunité et quelque chose qu'on peut mettre en avant, on y va à fond. Et pour le coup, en fait, la certification FSC, c'était dans la logique de ce qu'on avait mis dans notre DCE et c'est pour ça qu'on y est allé. Mais nous, c'est vrai qu'on a la particularité d'être pris par le temps là où c'est vrai que dans la construction, on n'est pas réputé pour être à l'heure. Nous, on n'a pas le choix. Donc oui, pour moi, la question était, est-ce que si on avait choisi finalement Duchesne, on aurait voulu faire certifier notre projet? Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, dans je sais pas, dans les décennies à venir, il y a de fortes chances qu'on vienne intervenir sur d'autres passerelles à Paris. Et effectivement, on sera intéressé pour faire des certifications. La certification FSC nous intéressera tout autant que pour le Pont des Arts. Merci beaucoup encore à tous les quatre pour ces précisions. Et du coup, Amandine, je te laisse. Parfait. Oui, du coup, c'est à toi de jouer pour prélever toutes les questions. Alors, je vais lire les questions. Donc, la première question, c'était de Michael Martin. C'est alors, quel est le niveau de précision de la certification chaîne de contrôle? La passerelle, la forêt? Guillaume, je pense que c'est pour toi cette question. Oui, donc j'y ai répondu rapidement dans le chat, mais effectivement, à l'heure actuelle, la certification FSC, comme toutes les autres certifications, n'est pas une certification d'origine géographique. Ça assure la traçabilité depuis une forêt certifiée FSC.
sans que les informations sur la localisation de la forêt soient transmises en fait au long de la chaîne. Simplement parce que ça n'a pas été prévu comme ça au départ. Hein. C'est pas qu'on n'a pas envie, mais c'est que ça n'a pas été prévu comme ça, comme système au départ. Donc on sait que c'est du bois géré durablement, donc issu de forêt bien gérée ou de sources responsables, mais pas forcément quelle est l'origine exacte géographique de la forêt. Maintenant, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On travaille sur une cartographie mondiale des forêts certifiées FSC. On travaille aussi beaucoup avec dans des questions d'isotopes des bois pour essayer d'arriver à des localisations assez précises en matière de contrôle. Donc, une bibliothèque mondiale des bois et des isotopes qui leur sont liés. Donc, c'est assez ambitieux. Et puis, on travaille sur un projet de blockchain, donc, qui n'est pas évident. Vous imaginez, le développement de blockchain, c'est assez complexe. Mais on va passer en phase de bêta, là, de mise en œuvre. Et on espère que du coup, cette blockchain puisse à terme intégrer un module d'information sur l'origine géographique. C'est vers ça que nous pousse aussi un certain nombre de réglementations, comme la réglementation européenne sur la déforestation importée, par exemple. Merci Guillaume, j'espère qu'on a répondu à la question. Alors, prochaine question, je pense que c'est pour Kelly et Thibaut. Pourquoi ne pas utiliser du robinier faux acacia, classe 4 également, plutôt que des essences de bois exotiques? Alors en effet, Madame Marine Wartel et Monsieur Michael Martin nous ont posé cette question. C'est une question qu'on s'était aussi posée lorsqu'on préparait notre DCE. En fait, c'est un problème de quantité. L'ouvrage est quand même assez conséquent et on ne pouvait pas répondre à notre besoin en termes de surface. La deuxième question qu'on s'était posée, et là-dessus, on avait beaucoup travaillé avec France Bois 2024 qui nous a aidé à nous orienter vers les essences de bois qui seraient les mieux appropriées à notre projet. C'était concernant la moisissure. Je voulais dire en fait qu'on est quand même sur un ouvrage qui est très proche de l'eau et très proche des matériaux organiques tels que la terre végétale. Et les retours d'expérience qu'il y avait eu sur le robinier n'étaient pas forcément satisfaisantes. Donc c'est pour ça qu'on s'est orienté vers du bois exotique. Après, il y a aussi une question qui est liée à l'entretien. Aujourd'hui, en fait, quoi qu'on dise, le bois exotique est plus dense, présente quand même un certain nombre d'avantages qui font que dans le temps, en fait, on arrive à avoir une meilleure résistance dans le temps et donc une continuité des matériaux. Et quand on crée nos modèles pour calculer les bilans carbone, enfin pour estimer les bilans carbone d'une opération, bah, en fait, il y a quand même des éléments qui se regardent entre du bois exotique qui vient de plus loin, on l'assume, hein, on le sait, qui vient de plus loin, et du bois qui est plus proche, mais qui répond pas forcément aux besoins et qui nécessite un entretien très exigeant que la collectivité peut peut-être pas se permettre et un remplacement plus régulier. Merci Thibaut. Encore une question de Marine Wartel qui est posée à tout le monde. Quel est le coût pour une certification de projet et comment est-il calculé? Je ne sais pas qui veut prendre la parole sur cette question. Moi, je veux bien répondre pour la ville de Paris. De mémoire, c'était un pourcentage, enfin je laisserai compléter, mais de mémoire, c'était un pourcentage sur le projet. Et donc, pour info, nous, le projet du Pont des Arts a coûté 1 500 000 donc TTC. Sur ces 1 500 000, il y a à peu près 500 000 € de bois, simplement concernant le bois. Et il me semble que la certification FSC a coûté 7 000 €. Donc, c'est vraiment très peu quantitativement. Peut-être ajouter un élément. En fait, il y a deux coûts dans une certification de projet FSC. Il y a un coût qui dépend effectivement du montant total du projet, qui est lié en fait à une redevance pour FSC. Puis après, il y a le travail de l'organisme certificateur qui, lui, va dépendre du nombre d'audits qu'il doit réaliser. Donc, on voit bien qu'entre les 7 000 hectares que mentionne Claire pour le Pont des Arts et les 3 000 que mentionnait Kelly pour le projet de la Solidéo,
En fait, le delta, il est sur le nombre d'audits. Pourquoi? Parce que dans le cas de la Solideo, l'entreprise qui effectue la pose, elle est déjà certifiée. Donc, il y a moins d'audits à réaliser pour le projet lui-même. Parce que cette entreprise certifiée, elle est déjà contrôlée annuellement par son propre organisme certificateur. Alors que dans le cas de la ville de Paris, ben, il y a eu des audits à faire en plus parce que l'entreprise n'était pas elle-même certifiée FSC. Donc voilà, c'est les deux le grand coût. Globalement, le coût dans ces deux-là, le plus important, c'est le nombre de jours d'audit qui doit être mis en œuvre par l'organisme certificateur. Merci pour ces réponses. Je vais continuer aux questions. Je vois l'heure qui passe. Alors, une question de Laurent Miguet. Donc, pour FFC, si je comprends bien, quelle part relative de la construction dans la certification de bois fini, de produits finis? Alors, ben, je dirais que malheureusement, la part des produits certifiés FSC dans la construction est encore trop faible. Alors, d'une, c'est difficile de la connaître exactement, hein, parce que, comme ça a été démontré ou discuté lors des interventions, il peut y avoir des demandes de produits FSC en termes de cahier des charges, mais pas forcément de suivi de contrôle derrière. Donc, on ne sait pas forcément ce qui est effectivement demandé en FSC, enfin, ce qui est demandé en FSC est effectivement certifié FSC à la fin. Mais globalement, nous, ce qu'on observe, c'est qu'on a les forêts, en fait, les gestionnaires forestiers et les propriétaires forestiers ont besoin de plus de demandes du secteur de la construction en termes de matériaux FSC pour pouvoir développer les surfaces et pour pouvoir, du coup, créer suffisamment de demandes pour l'ensemble des entreprises intermédiaires de la chaîne pour augmenter la disponibilité de bois FSC sur le marché. Maintenant, voilà, il y a des entreprises qui s'engagent, des grands groupes, il y a par exemple sur un certain nombre j'utilisais peut-être comme fournisseur sur un certain nombre comment dire, de chantiers. Il y a Point P qui est en train de passer de plus en plus d'agences à la certification FSC pour pouvoir fournir en termes de négoce différents produits certifiés FSC. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se développe, mais il y a vraiment besoin, je crois, d'un appel clair de la part de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage sur la prescription et la mise en œuvre de matériaux FSC pour permettre aux gestionnaires forestiers de continuer à améliorer leurs pratiques et pour nous permettre de préserver les forêts. Merci Guillaume. Prochaine question donc, pour la mairie de Paris et la Solideo. Quel est l'impact carbone pour le transport des bois exotiques? Pouvez-vous redonner les noms des entreprises chargées du Pont des Arts et du platelage de la dalle olympique? Question de Laurent Miguet toujours. Je vais commencer. L'impact carbone, on ne le connaît pas exactement. Donc, comme je l'ai dit, nous, tout nous poussait vers la solution du bois exotique. Après, on avait quand même comme considération que prendre du chêne, qu'on va devoir changer au bout de 15 ans, alors qu'on va avoir du bois exotique qui va durer 30 ans. Il y avait quand même peut-être un raisonnement à avoir, puisqu'on a 2 fois moins de fournitures. Après, je pourrais pas vous répondre exactement sur la comparaison de l'impact carbone pour le transport. Sinon, pour les noms des entreprises, c'est l'entreprise Terrial qui a fait les travaux, mais pour l'entreprise qui s'est vraiment occupée du bois, c'est l'entreprise Bois Nature. Alors, nous, pour la Solideo, comme l'expliquait Claire, pareil, je ne pourrais pas vous donner spécifiquement le bilan de carbone. On a un bilan de carbone par opération, par exemple la totalité de l'aménagement des berges de Seine. Donc, je parle aussi des travaux routiers, platelage. On est sur quelque chose de l'ordre de 3000 tonnes de CO2. C'est l'objectif qu'on a fixé dans notre cahier des charges. Ah, mais dedans, en effet, il y a le transport du bois, il y a aussi les travaux routiers, etc. Ce qu'a expliqué Claire, on a eu le même raisonnement. On a eu, comme je vous l'ai dit, en préparation de notre marché, on a eu beaucoup d'échanges avec France Bois 2024. La mairie de Paris aussi nous a donné leur retour d'expérience sur les passerelles bois. Et en fait, ce qu'on convenait, c'est qu'aujourd'hui, un aménagement sur du bois qui peut paraître moins adapté, comme du chêne par exemple, on va devoir changer beaucoup plus régulièrement, ce qui va baisser bien le coût
carbone de notre opération, mais derrière, ce qui va augmenter le bilan de carbone à terme. Et c'est pour ça aussi qu'on s'était orienté vers du bois exotique, qui en effet, il y a une durée de vie qui est quand même très intéressante de l'ordre de 30 ans. Enfin, pour l'entreprise, alors nous aussi, c'est l'entreprise Terre Idéale qui est mandataire du marché et qui fait sous-traiter les travaux à une entreprise qui s'appelle ECMB, qui est basée à Saint-Malo. Ok, merci pour vos réponses. Enfin, j'arrive sur les dernières questions. Euh, quelle sera la fin de vie des lames de chêne démontées de la passerelle des Arts? Question de François Lafargue. Oui. Donc en fait, sur le pont des Arts, donc on avait des lames qui étaient assez épaisses. En fait, on se rend compte que si on les rabote de quelques millimètres sur chaque face, on retrouve une lame en plutôt bon état. On ne pouvait pas la réutiliser telle qu'elle sur le pont des Arts, puisque évidemment, étant beaucoup plus fine, on n'aurait pas eu la même résistance. En revanche, donc ces lames ont été stockées donc, dans les ateliers de la mairie de Paris et sont utilisées en fait par d'autres services. Dans le détail, ça pourrait être des plus petites passerelles, mais avec des portées beaucoup moins grandes. Comme je vous montrais tout à l'heure, on avait des portées très importantes. Moi, j'ai eu un retour une fois, je crois que c'est utilisé dans les cours d'école. Je ne pourrais pas vous donner exactement l'endroit, mais en fait, ce sera voilà, des projets beaucoup plus petits et ponctuellement, on peut venir piocher et le récupérer comme ça. Merci. Encore une question de Marine Wartel. Y a-t-il une zone obligatoire chez l'industriel, je pense aux scieurs, afin d'être certain que les bois transformés et stockés ne sont pas mélangés à d'autres bois non certifiés? Alors, dans le cas qui nous occupe, hein, pour les bois tropicaux, oui, c'est systématique. Ils le font systématiquement. Pour des bois tempérés, il peut y avoir un autre système. Alors, c'est moins pour des questions de bois, enfin de type de bois, mais c'est plutôt des habitudes de scieurs, en fait. Il y a certains scieurs qui, pour des questions de praticité ou de régularité d'approvisionnement, ne sont pas forcément en mesure, à un coût acceptable, de réserver une zone sur du bois certifié. Là, on a un mécanisme euh, en fait, d'équivalence de volume. On va s'assurer enfin, il ne vend pas plus de bois FSC qu'il en a acheté, et de deux, ce bois n'est pas mélangé à des bois qui viennent de sources inacceptables. Donc, on a un autre système qui s'appelle le bois contrôlé, qui sont des exigences minimales sur le bois qui peut être mélangé à du bois certifié. Donc, ça, en sortie, ça vous donne, s'il y a une traçabilité, je veux dire parfaite, de la matière bois, donc avec séparation physique des zones et du traitement des lots, on arrive à du FSC, un label FSC 100%, ou une mention FSC 100% sur une facture. Si à un moment donné de la chaîne, il y a un mélange, donc il sera forcément avec du bois, il ne sera pas avec n'importe quoi. Donc, du bois contrôlé, c'est pas de bois illégal, pas de bois issu de déforestation, pas de bois issu de violation des droits traditionnels. Voilà, on a plusieurs critères comme ça. Donc, s'il y a un moment donné, il doit y avoir un mélange pour des questions de process, par exemple, de nouveau de régularité d'approvisionnement ou de process technique dans l'entreprise de transformation. Là, on aura en sortie une mention ou un label qui est le FSC mixte. Voilà. Donc là, vous n'avez pas forcément de traçabilité physique, mais vous savez qu'en achetant du FSC mixte, vous incitez malgré tout l'entreprise à acheter aux forestiers des produits certifiés, parce qu'il ne peut pas faire du FSC mixte sans avoir en intrant des produits certifiés. Merci Guillaume. Encore une question, et je pense la dernière, en tout cas pour laquelle on pourra répondre en direct. Est-ce qu'une maîtrise d'œuvre est certifiable? Si oui, sur quels critères? Alors, est-ce qu'une maîtrise d'œuvre, alors peut-être que je vais essayer de répondre, je ne sais pas si ça sera suffisant, mais on a la possibilité de certifier un projet ponctuel, hein, où il y a aussi une modalité qui est de la certification de projet continu. Donc là, c'est effectivement un opérateur qui est certifié pour tous les projets ou le nombre de projets qu'il veut dans une durée de 5 ans. Hein. Donc ça peut être dans disant projet ponctuel. Voilà, je fais tous les projets qu'on a là, c'est des projets ponctuels, mais on pourrait aussi dire effectivement que
un maître d'œuvre ou un maître d'ouvrage se dit, voilà, moi, je veux faire plein de projets certifiés dans les 5 ans qui viennent. Et du coup, je vais faire une certification de projet continu. Et je vais m'engager sur cette durée de 5 ans avec les audits, du coup, se déroulent sur un échantillon de projets chaque année, pas forcément sur chaque projet. Par contre, la grosse différence, c'est que dans une certification de projet donc continue sur 5 ans, il faut que tous les intervenants projets soient certifiés FSC. Donc, toutes les entreprises qui interviennent aient elles-mêmes une certification de traçabilité. On ne peut pas, dans une certification continue, avoir un mécanisme comme l'a eu la ville de Paris avec le Pont des Arts, où il y a l'entreprise qui est intervenante n'est, elle, pas certifiée. Voilà quelques éléments. J'espère que c'est assez clair. Je vais vous mettre dans le chat aussi un lien vers une brochure d'ailleurs qu'on a réalisée en collaboration avec le CNDB sur cette certification de projet. Il y a quelques éléments là-dedans, mais pas forcément sur la certification continue. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si ça vous intéresse. Merci Chloé de montrer cette brochure. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, je vois l'heure qui tourne. Désolée, je vais devoir faire le maître du temps. Je vous propose de clôturer la session de questions-réponses en live. S'il y en a quelques-unes qui restent, on voulait, en tout cas, vous apportera les réponses par mail. Donc, n'hésitez pas, le temps que je conclue, à poser toutes les petites questions restantes dans le chat. On va les collecter et y revenir très, très rapidement par mail. Je me permets justement d'apporter une petite conclusion. Donc, en tout cas, on voulait vous remercier, vous les intervenants, d'avoir fait part de votre témoignage, mais également merci à Guillaume pour cet éclairage sur la certification FSC. Et de notre côté, on vous enverra donc un mail d'ici 10 jours avec le replay de ce webinaire qui a été enregistré. Vous aurez également dans ce même mail les coordonnées des intervenants pour leur poser des questions, encore une fois, s'il y a besoin. Et on répondra à toutes les questions qui sont restées en suspens encore aujourd'hui. Et on enverra également le lien de la plaquette que vient de citer Guillaume et toutes les infos utiles sur les projets présentés. Donc voilà, un grand merci à tous pour votre présence aujourd'hui. On se dit à très très vite pour de prochains événements au CNDB, mais aussi des événements de FSC. Merci beaucoup à tous.